À chaque printemps, quand la neige fond et que la nature reprend vie, on découvre que près des cours d'eau, dans les parcs et un peu partout, se cachaient sous cette neige des déchets. Depuis quelques années, un peu partout au Québec, les gens se mobilisent pour nettoyer les cours d'eau. Une corvée est devenue une nécessité. Certains en sont même des experts et font de cet enjeu une mission. Je vous présente Jimmy, chef de mission pour Mission Milton et expert ramasseur de déchets depuis 2018. Dans les rivières, on trouve principalement des verres à café, des canettes de bière, beaucoup d'emballages alimentaires, énormément de mégots de cigarettes. J'ai décidé de me joindre à leur équipe pour participer à une corvée et j'ai constaté l'ampleur du problème et les méfaits. Bien, il y a plusieurs impacts, comme on parlait par exemple les mégots de cigarettes où ils vont relâcher tous les produits toxiques qu'ils contiennent dans l'eau. Sinon, le plastique va se défaire en microparticules avec le temps, donc vont intégrer dans les écosystèmes. Et on a tous vu aussi des images d'animaux qui se sont empêtrés dans toutes sortes de produits en plastique, donc il y a toujours ce risque-là également. Il faut qu'il y ait des règlements pour encourager les entreprises, les organisations, les citoyens à changer. On ne peut plus juste se baser sur la volonté personnelle, on n'est plus rendu là. Nous, on ramasse des déchets, mais notre but, c'est de sensibiliser les gens à changer leurs habitudes de consommation pour la réduction, parce que c'est là la vraie solution. Eh bien, bonne nouvelle, Jimmy. Le gouvernement fédéral pense comme nous et a décidé d'agir. On ne peut uniquement se contenter de nettoyer les lieux pollués si l'on veut vraiment en finir avec la pollution plastique. Voilà pourquoi j'ai le plaisir de vous annoncer qu'aujourd'hui même, le gouvernement du Canada concrétise son engagement d'interdire les plastiques à usage unique. Bon, maintenant que la loi existe et qu'elle est en vigueur, qu'est-ce qu'on fait? Recyc Québec va accompagner, soutenir, promouvoir la réduction des plastiques à usage unique, mais aussi des saines pratiques de gestion de matières résiduelles auprès de différents joueurs, autant des municipalités, des entreprises, des organismes, des citoyens. Recyc Québec mise sur différentes stratégies, dont promouvoir les bonnes pratiques, diffuser des outils et puis soutenir financièrement des projets porteurs en vue d'un effet multiplicateur dans la société, que ces bonnes pratiques-là, ces nouveaux comportements-là s'élargissent le plus largement possible. J'ai donc décidé de partir à la rencontre des ambassadeurs de ces projets pour en apprendre plus sur les solutions qui nous aideront tous à vivre cette transition. Dès le départ de ma quête, j'avais beaucoup trop de questions en tête. Quel plastique? Qui ça implique? Comment on va faire? Quelles sont les ressources disponibles? Toutes les organisations qui fabriquent, importent, vendent ou distribuent ces plastiques sont concernées par le règlement interdisant les plastiques à usage unique. Les 6 grandes catégories d'articles interdits sont les sacs d'emplettes, les ustensiles, les récipients alimentaires, les anneaux pour emballage de boissons, les bâtonnets à mélanger et les pailles. Ces catégories ont été ciblées en priorité parce qu'elles constituent une menace pour la faune et qu'elles sont difficiles à recycler et qu'elles peuvent être remplacées par des alternatives moins dommageables. Les municipalités peuvent jouer un rôle majeur dans la lutte au changement climatique et dans la prévention de la pollution, notamment par la réduction des produits à usage unique. C'est pourquoi de plus en plus de municipalités emboîtent le pas et adoptent à leur tour des mesures et des règlements complémentaires et même dans certains cas plus ambitieuses que les mesures provinciales et fédérales. La législation varie d'une municipalité à l'autre. C'est donc important pour chaque organisation de se tenir au courant de la législation en vigueur dans sa municipalité. En faisant quelques appels, je me suis rendu compte que certaines organisations avaient déjà pris le temps d'innover pour mettre en place de nouvelles pratiques, réduisant ainsi leur dépendance au plastique à usage unique. Pour en savoir plus, je suis allé rencontrer l'équipe du Cabaret du Lion d'Or, un magnifique lieu emblématique de Montréal, mais surtout un restaurant et une salle de spectacle qui ont pris le pas de cette transition en améliorant leur opération. Salut! Ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, enchantée de te rencontrer. Ben, merci de m'accueillir ici. Ça fait plaisir. J'ai vu qu'au Lion d'Or, il y avait quand même plusieurs pratiques qui avaient été mises en place. Oui. Puis je me demandais, qu'est-ce qui vous a amené à boiter ce pas-là? En fait, c'est quelque chose qu'on rêvait de faire depuis super longtemps, mais on n'a jamais le temps parce qu'au Lion d'Or, on ne dort jamais. Okay? C'est un feu roulant ici. Et donc, est arrivée la pandémie. Ça nous a permis, ça nous a en fait accordé le luxe du temps. Donc, de pouvoir mettre en place différentes choses. Ça nous a permis de sauter à pieds joints dans une grosse demande de subvention, de répondre à, en fait, un appel de proposition de Recyc Québec.
Et quelle n'a pas été notre surprise quand ils nous ont acceptés. Donc voilà, ça nous a permis de réaliser vraiment un beau, gros projet. Entreprendre une démarche de transition peut apporter certains défis, dont celui de la modification des habitudes, autant dans nos équipes internes que chez nos fournisseurs externes. Que ce soit le manque de temps, la peur de la surcharge de travail, le manque d'espace nécessaire pour l'ajout de nouveaux aménagements, le manque de connaissances ou d'expertise pour orienter les actions, ou même le manque de ressources financières et humaines. Tous ces freins doivent être considérés pour mieux trouver les solutions adaptées à votre contexte. C'est justement pour vous aider à entreprendre cette démarche et vous pister vers les ressources appropriées que nous avons mis en place un guide pratique et une feuille de route qui vous outillera étape par étape. D'abord, on s'est penché vraiment sur les besoins, c'est-à-dire on a identifié tout ce qu'on souhaitait éliminer. Un verre d'eau triplement filtré, s'il vous plaît. Avec plaisir, monsieur. Plate ou gazéifiée? Gazéifié, s'il vous plaît. Deuxièmement, on a réfléchi à par quoi on voulait les remplacer. Alors? Triple. Voilà. En fait, ça, c'est comme notre mesure phare, OK? C'est vraiment une mesure qui nous a permis d'éliminer, au bas mot, à peu près 6000 bouteilles d'eau en plastique annuellement. C'est de l'eau maison, dans le fond, hein? C'est de l'eau du robinet qui est triplement filtrée, plate et gazéifiée, donc voilà. On a fait faire des bouteilles d'eau à l'effigie du Lion d'Or de 750 ml et puis ça nous permet de vendre de l'eau maison triple filtrée pour, dans le fond, c'est pour le bénéfice de la planète et des clients parce qu'on la vend beaucoup moins cher qu'on vendait, par exemple, une eau importée, Perrier ou SK ou... voilà, on vire au vert, on évite les déchets, puis en plus de ça, on fait de l'argent sans consommer sans rien du tout. De l'eau, une bouteille lavable et c'est tout. Ensuite de ça, recherche de fournisseurs, tout ça, recherche de commanditaires également. Si on est capable d'aller en chercher, c'est le fun. On a aussi fait installer 2 fontaines de remplissage de gourdes. On en a une dans le hall d'entrée, puis on en a une dans les loges des artistes. Et puis, même chose, ça permet d'éviter beaucoup de plastique. On fait des banquets. Et puis, dans ces banquets-là, on avait l'habitude de servir en fait du beurre et des petits copes de crème et de lait en plastique jetable, évidemment. Donc, c'est ça, on a cherché une façon de remplacer ça. Et puis, on a trouvé le bon vieil acier inoxydable. Donc, et puis là, on a les petits... ce qui a remplacé, dans le fond, les godets laitiers et crémiers. Je trouve que c'est vraiment intéressant comment vous avez utilisé l'esthétisme. Oui. Une belle approche. Merci. On est au chic Lion d'Or, après tout. Ben oui. Ces actions que vient de nous mentionner Lara font partie des étapes 1 et 2 d'un plan d'action pour réduire l'usage du plastique à usage unique, soit l'introspection et la planification. Elle aurait pu également faire appel à un consultant externe pour avoir accès à des bonnes pratiques du milieu. Par contre, dans ce cas, il est très important de garder l'équipe terrain impliquée dans les réflexions. L'idée étant que la démarche soit facilement intégrée au quotidien des gens qui en vivront des changements et qu'ils en soient informés étape par étape. On peut également former le personnel sur ces enjeux pour conserver le savoir à l'interne. Après ça, en fait, on a commencé par impliquer l'équipe pour, avec nos solutions, en fait, les solutions qu'on avait trouvées, on les a présentées à notre équipe puis on leur a demandé leur avis. Est-ce que vous pensez que c'est faisable? Est-ce que ça va être ergonomique? Est-ce que si on met la machine là, ça va être pratique? Dans le fond, ce que tu veux, c'est surtout ne pas décourager finalement tes employés avec l'implantation d'une mesure qui ne serait pas optimale en termes de, je ne sais pas moi, gestion du temps, tout ça. Donc, tu veux vraiment que chaque personne soit impliquée pour finalement que ça soit parfait dès le début, parce que sinon, je pense que tu perds du monde en cours de route. Le Lion d'Or est un exemple intéressant d'une organisation qui s'est appropriée la démarche afin de la mettre aux couleurs de l'organisation. Il ne faut pas hésiter à penser en dehors de la boîte en étant créatif pour générer de la valeur à partir d'une perte de revenus potentiels, comme le démontre l'exemple de la bouteille d'eau. Grâce à leurs efforts, le Lion d'Or estime à 6000 le nombre de bouteilles en moins. Et ça, c'est pour un seul restaurant, salle et spectacle. Imaginez quand une municipalité s'y met. La Ville de Québec, elle, en a fait son cheval de bataille. Bien, c'est sûr qu'étant une ville touristique, là, on peut quand même s'attendre à ce qu'il y ait plus d'eau embouteillée qui soit parfois utilisée parce que les gens ne savent pas nécessairement vers où se tourner pour s'approvisionner en eau.
En termes de fontaines d'eau, on en a installé 2 qui sont spéciales, une justement au Grand Marché et une au centre Lucien-Borgne, qui est un centre sportif. Donc, on a installé 2 stations Coupa qu'on appelle. Donc, c'est des stations qu'on peut aller remplir notre gourde avec de l'eau fraîche gratuitement, mais on a aussi l'option de payer pour avoir un supplément, soit d'ajouter par exemple une saveur de fruits comme citron, framboise. On peut aussi ajouter du pétillant. On peut ajouter des électrolytes ou encore des édulcorants pour que ça goûte un peu sucré. Fait qu'il y a moyen avec ça de se faire comme un genre de jus ou un Gatorade ou un eau pétillante sans devoir acheter une bouteille d'eau ou une bouteille de jus, une bouteille de plastique finalement qui va être jetée. On a ajouté une dizaine de fontaines intérieures, donc dans des bâtiments villes publics, et 3 fontaines extérieures. Vous avez aussi mobilisé les commerces pour qu'ils puissent dire aux gens que oui, vous pouvez venir remplir votre bouteille d'eau ici. Pouvez-vous élaborer un peu? Oui, tout à fait. En fait, ça s'appelle le mouvement Rempli Vert. Donc, nous, à la Ville, on a décidé d'adhérer à ce mouvement-là. Comment ça fonctionne, en fait? C'est qu'on sollicite les différents commerces qui sont justement souvent sur des rues passantes. Puis, en fait, on leur demande d'apposer un autocollant sur leur porte, leur fenêtre, qui indique que les gens sont invités à entrer et demander de remplir leur gourde. Donc, certains vont installer une fontaine qui est facilement accessible. Dans d'autres cas, il faut demander, par exemple, à la personne à l'accueil d'aller remplir l'eau. Elle va aller le remplir à l'arrière, tout ça. Donc, c'est gratuit. C'est tout simplement ça. Fait que ça permet, par exemple, sur une rue commerciale où il n'y a pas nécessairement de fontaine, bien, de pouvoir remplir notre bouteille quand même. C'est intéressant parce qu'on me dit à l'oreille que Québec est une des villes où il y a le plus grand nombre de commerces remplis verts au Québec. Là. Oui, bien, en fait, grâce à un mandat qu'on a donné à l'organisme des bassins versants de la capitale l'été dernier, on a été capable de solliciter beaucoup de commerces, ce qui fait qu'actuellement, on est la ville qui a le plus de commerces qui a adhéré. Donc ça, c'est super intéressant. Puis on va continuer justement à les solliciter là, cet été. Donc on espère qu'il y en ait encore plus. C'est vraiment un mouvement volontaire des commerces, donc c'est à eux finalement d'informer leurs employés, puis de voir de quelle façon ils veulent fournir de l'eau, si on peut dire, aux citoyens. Mais c'est sûr que ça occasionne par contre de l'achalandage, les gens rentrent dans le commerce, etc. Donc c'est certain qu'il y a quand même des points positifs pour eux, mais dans tous les cas, la majorité des commerces qui adhèrent à ça, c'est surtout dans une optique de faire quelque chose pour l'environnement, puis d'offrir ce service-là aux citoyens. Plus je m'informe sur les solutions de remplacement des plastiques à usage unique, plus je remarque que les commerçants ne sont pas les seuls instigateurs de ces démarches. Plusieurs organisations les approchent pour les aider dans la mise en place de pratiques durables. Je me suis arrêté dans un café à Châteauguay qui portait plusieurs affiches très intéressantes. C'est guidé par une petite fringale que j'ai découvert la tasse et la boîte. Étant un légendaire curieux, j'ai demandé à la responsable comment était la réponse des gens. Le but premier, c'était d'éviter les déchets, donc on a décidé d'éliminer les tasses en carton. Puis ça fait super longtemps. On a commencé avec les bouteilles d'eau. Fait que ça allait de soi qu'on enchaîne avec les tasses à café. Là. Comment les gens réagissent avec ces... Bien, ça fait longtemps qu'on utilise la tasse, puis oui, au début, ça a été assez difficile. On faisait juste comme l'offrir. Puis après ça, je dis non, là, ça marche pas du tout, là, les gens comprennent pas. Puis si je veux que ça fonctionne, j'ai pas le choix, je les enlève les tasses. OK. Fait que j'enlève le choix, un peu comme si on disait les sacs d'épicerie, réutilisables. Donc, même principe, il n'y en a plus de sacs, il n'y en a plus de tasses. Fait que si tu veux l'emporter, soit tu m'emmènes ta tasse, que tout le monde en a 42 à la maison. Mais si tu ne l'as pas, bien, on a une alternative. Pour aider à faire changer les comportements et ne pas avoir une approche trop brusque, on observe souvent cet enchaînement d'actions chez les commerçants et les institutions. En première étape, sensibiliser sur le comportement souhaité en affichant une bonne pratique ou en demandant au personnel d'en parler à la clientèle. Ensuite, en deuxième étape, on offre un incitatif positif, comme un rabais monétaire, à ceux qui adoptent le comportement souhaité, par exemple, ceux qui viennent avec leur contenant réutilisable. Ensuite, on met en place une pénalité, comme un frais pour ceux qui choisissent une option à solution à usage unique. En dernière et quatrième étape, on retire l'item en question. Lorsqu'il n'y a plus d'item à usage unique, le changement devient inévitable. Bien sûr, on communique sur la raison de la mise en place de ces nouvelles pratiques tout au long du processus afin de favoriser l'adhésion des gens et réduire les insatisfactions. Suite à la découverte de la tasse et de la boîte, j'ai donc décidé d'aller rencontrer les concepteurs. C'est comme ça que je suis rentré en contact avec La Vague et on s'est donné rendez-vous à Candiac. En fait, La Vague, on est un organisme à but non lucratif. On a été fondé en 2019.
Puis en fait, c'est des propriétaires de cafés et restaurants qui ont décidé de fonder un organisme pour s'épauler à trouver des solutions éco-responsables. Donc, ça peut être autant avec nos produits consignés ici ou avec un programme d'accompagnement personnalisé. Le but, c'est vraiment d'aider les commerçants à réduire leur production de déchets, leur production d'emballage, les aider à avoir un meilleur approvisionnement, par exemple. En quoi cette méthode-là est peut-être plus éco-responsable? Oui, bien en fait, les contenants qui sont dits compostables ou recyclables, c'est encore de l'usage unique. Donc, nous, on va vraiment essayer de favoriser des contenants qui sont réutilisables pour réduire à la source. On a même fait une analyse de cycle de vie dans le cadre du projet pilote qui a été mandaté par des experts externes. Et puis, ça a démontré qu'après 30 utilisations, les contenants réutilisables consignés sont meilleurs que les contenants jetables. Effectivement, dans l'ordre, on devrait privilégier les contenants réutilisables, le plastique recyclable fait de matières recyclées et le carton non plastifié composé de fibres recyclées. Donc là, en tant que commerçant, comment on fait pour implanter ce service? C'est quoi les étapes? Oui, bien en fait, c'est pas compliqué. On commande une caisse de boîtes ou de tasses et puis ensuite, on les offre à notre clientèle. Le but, c'est vraiment de pouvoir le plus possible proposer les contenants à la clientèle parce qu'on sait qu'en les proposant, ça va être plus systématique. Donc, par exemple, on peut faire des formations aux employés pour les stimuler à proposer les contenants. On peut mettre de l'affichage aussi devant le comptoir de service, par exemple. La communication est une étape essentielle pour permettre l'intégration de nouvelles pratiques. Des formations, des aides-mémoires, des affiches de sensibilisation permettront à l'ensemble des personnes impliquées de mieux comprendre les changements et à les adopter. De plus, l'implication de la direction aide énormément à motiver l'équipe et à partager l'information à la clientèle et surtout de leur proposer les actions qui sont attendues. En pratique, après l'implantation des tasses réutilisables de la vague dans le quartier Villeray à Montréal, les commerçants participants ont noté des économies annuelles moyennes de 1 125 $ sur l'achat de gobelets jetables. Ensuite, le client peut partir avec le contenant pour 5 $ ou 7 $ et puis revenir le porter pour 5 $ ou 7 $ dans n'importe quel des commerces participants. Et puis ensuite, le commerçant va laver les contenants et les remettre en circulation. La consigne, qu'on pourrait aussi appeler contenant réutilisable prêté en échange d'un dépôt, peut être un frein pour certains. Quand on leur dit que c'est 5 $, souvent ça fait le saut, là. Mais puis c'est non tout de suite, tu sais. Puis après ça, tu leur dis non, c'est consigné. On dirait que ce terme-là sont comme pas encore... Mais ça va le devenir de plus en plus parce que ça n'a pas le choix, là. Ça vous coûte rien, finalement, là. Vous la ramenez, on vous le rembourse, t'sais. Mais Sandrine m'a amené quelque part où ça fait partie de la routine. Oui, en fait, c'est ça. On est à la saucisserie J. Walter à Candiac en ce moment. Puis c'est justement un commerce qui a testé nos contenants, les contenants de la vague, dans le cadre du projet pilote. Donc, en fait, le projet pilote, ça visait à tester plusieurs types de contenants pour voir lequel on allait choisir au final. Puis, on a choisi une boîte consignée. Le souci de J. Walter, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'eux, ça a très, très bien fonctionné pour eux à cause, justement, qu'ils ont déjà des bières en consigne. Donc, ils ont des consignes qui vont jusqu'à 10 $ déjà. Alors, la clientèle est vraiment habituée à ça. Donc, ça peut être un gros changement, puis ça s'est très bien passé. Je veux savoir un peu comment l'implantation se passe dans votre commerce. Ça se passe super bien. On a utilisé leurs produits pour mettre nos repas préparés. Nos repas préparés au congélateur. Fait que c'est des plats qui vont au four et tout, il n'y a pas de problème. Fait que les clients viennent, payent une consigne et puis nous les rapportent. Ça va super bien. On n'a pas eu de mauvais commentaires. Puis on a le plat comme ça pour les gens qui veulent juste au comptoir pour le vrac. Oui. Et à ce moment-là, ils peuvent le ramener, ça aussi en consigne, le même principe. Puis sinon, on suggère beaucoup aux clients d'amener leur propre contenant. Fait qu'on les paye sur la balance, ça ne leur coûte pas plus cher. Ben non. Et bien, ils ne payent pas pour le poids du contenant, il n'y a pas de problème avec ça. Puis sinon, s'ils n'ont pas leur contenant et qu'ils ne veulent pas, bien, on utilise des papiers. Donc, c'est compostable, fait qu'on emballe les saucisses dans du papier comme ça, puis arrivé à la maison, ça peut aller directement au compost. Sandrine me disait qu'il y avait une consigne. Comment les gens réagissent avec la consigne? Bien, ils comprennent assez vite que c'est une balance neutre, là, dans le sens qu'ils payent une fois, puis c'est rendu qu'on fait même plus genre on vous le rembourse, on vous le retourne. C'est ça. On fait des échanges. On l'échange, puis... On ramène le vide, on en donne un plein. Et la plupart nous le ramènent même très, très propre. Là. On irait juste à désinfecter, là, puis on le fait parce qu'il faut le faire. Là, mais les gens sont vraiment respectueux. J'ai vu ceci sur votre porte d'entrée.
Je vois que c'est une campagne de la MRC Roussillon. Est-ce que la MRC vous chapeaute dans vos démarches? Oui, beaucoup. En fait, ils nous ont beaucoup aidés et on commence par nous questionner, savoir c'était quoi nos besoins, tout ça. Puis ils sont revenus avec la vague. Ils nous ont dit, bon, ben voici, on pourrait vous proposer différents contenants, une campagne de sensibilisation auprès des gens dans les journaux, tout ça. Ouais. Fait que c'est eux qui ont déboursé la totalité des montants pour les premiers contenants qu'on a eu. Les barquettes, ce qu'on vous a montré tantôt. Oui. Fait que oui, ça a fait parce que ça fait une différence. Oui, ça fait une méchante différence. C'est un gros coût là, de départ. Puis tout ce qui est publicité aussi, tu sais, faire mousser ça, en parler à plus de monde possible. Une bonne pratique consiste également à faire de la veille en contactant d'autres établissements afin d'échanger sur les bons coups et à partager des outils de communication. J'imagine que la clé du succès, c'est aussi le réseau. Quelle est l'ampleur du réseau dans cette région? Oui, exactement. Bien, nous, en fait, on a 400 commerces au Québec. Mais ici, à Roussillon, on a une dizaine de commerces qui ont testé la boîte dans le cadre du projet pilote, donc un peu partout dans la région. Donc, c'est vraiment intéressant parce que les citoyens peuvent prendre une boîte et la ramener dans un autre commerce. Fait que c'est vraiment ça qui fait la force du réseau. D'ailleurs, n'hésitez pas à contacter votre municipalité, votre MRC ou même votre centre de tri pour savoir s'ils ont des outils de communication pouvant soutenir votre démarche. Finalement, lorsque vous avez des résultats concluants, vous pouvez également les partager sur vos canaux de communication comme vos réseaux sociaux ou même dans votre infolettre afin de montrer l'exemple et d'inspirer d'autres organisations à emboîter le pas. Après m'être procuré quelques délicieux produits québécois, je me suis dirigé au bureau de la MRC de Roussillon à Saint-Constant. Nicolas, je me demandais quels ont été les impacts, les résultats de cette campagne-là. Le plastique, c'est tellement en 2010. Bien, si on parle vraiment de chiffres et de quantité, on parle d'environ 6 500 ustensiles qui ont été évités dans les commerces, environ 15 000 items de vaisselle qui ont été évités dans les événements spécifiquement. Puis on estime à peu près à 36 000 bouteilles d'eau qu'on a réussi à éviter en fournissant des bouteilles réutilisables et en ayant notre remorque de distribution d'eau qu'on a mis à disposition dans les événements. Peux-tu nous présenter quelques-uns des articles qui ont été distribués aux commerçants et aux particuliers? Bien oui, il y en a eu vraiment plusieurs. Donc, en voici quelques-uns. Premièrement, il y a des sacs de papier qu'on a produits pour accompagner le consommateur et le commerçant dans la transition du bannissement des sacs de plastique. Également, bon, on a des bouteilles d'eau assez standards qu'on a pu mettre à disposition dans nos événements avec notre remorque de distribution d'eau. Ce qui a vraiment été apprécié, c'est une petite enveloppe pour mettre les ustensiles réutilisables qu'on peut après ça traîner, donc plus facilement les avoir à portée de main. Donc, sinon, on a eu différents outils visuels qu'on mettait à disposition des commerces. On avait des plus grandes affiches et des plus grandes banderoles également qu'on a fournies. Mais c'était vraiment un éventail d'outils qu'on mettait à disposition selon la réalité des différents commerces qui pouvaient choisir à la carte là, ce qui était le plus intéressant pour eux. Tant qu'à être dans la région, j'en ai profité pour constater l'étendue de la campagne. Je me demandais comment ça a été la mobilisation des commerçants? Les commerçants en général, oui, étaient très, très ouverts. Au niveau pour bannir le sac de plastique, les commerçants étaient là. Ça fait déjà plusieurs années que nous, on bannissait la très grande majorité des sacs de plastique sur le territoire. Il en restait quelques-uns. Donc, on est venu bannir l'ensemble et ça a été très bien reçu parce que je pense que la population était rendue là. Puis au niveau des autres plastiques, oui, il y avait une écoute. Les commerçants étaient prêts à adhérer à différents niveaux. En les accompagnant par les outillants, je pense que ça a fait la différence. Puis nous, on a essayé de se concentrer sur peut-être une plus petite quantité de commerçants. Donc, on a une cinquantaine qu'on a accompagnés plutôt qu'aller faire une très grande quantité pour vraiment les donner un service personnalisé en personne, leur donner du temps, leur donner de l'énergie, puis leur donner également des outils pratico-pratiques comme par exemple des aimants à donner à leur clientèle ou des documents d'information. Donc, la stratégie qu'on a prise pour avoir plus de résultats. C'est sûr qu'il est bien pratique pour nous. Il y a ces petites clips 4-pack. Des fois, on en a 6 aussi qui reviennent de clients. On encourage les clients à tout le temps les rapporter en boutique. Qu'est-ce qui vous a amené, vous, à juste embarquer? C'était sur une base volontaire, mais pourquoi la MRC de Roussillon est particulièrement sensible à ces enjeux-là?
Bien, on tente de réduire l'enfouissement au maximum. Donc, nous, le bac brun est arrivé sur notre territoire depuis quelques années. Le taux de recyclage, bon, c'est bien intégré dans les pratiques des citoyens. Mais là, il faut aller plus loin, il faut avoir un plus gros impact. Ça nous a été, c'était un peu une excuse pour pouvoir aller chercher d'autres initiatives en même temps. Donc, par exemple, on a eu des programmes de subventions qui sont venus compléter notre gamme de subventions qu'on offrait aux citoyens. Par exemple, les produits d'hygiène féminin qu'on est venu développer un nouveau programme de financement pour aider les citoyens qui veulent s'équiper avec ces produits-là. On avait déjà un programme de subvention de couches lavables. Donc, c'est un beau prétexte, si on veut, pour faire un beau parapluie puis pouvoir aider les citoyens à mettre en place des impacts importants là, dans leur consommation. Plusieurs villes offrent une subvention à l'achat de produits d'hygiène personnelle réutilisables. Par exemple, des culottes et des serviettes hygiéniques, des coupes menstruelles, des sous-vêtements pour l'incontinence ou même les couches lavables. Ça permet de réduire les déchets envoyés à l'enfouissement tout en absorbant une partie des coûts pour les citoyens et les citoyennes. Des organisations, comme le GRAM, entre autres, aident à l'accompagnement de la mise en place de telles mesures. Parlez-en à votre élu municipal. Sans vraiment m'en rendre compte, je venais de voir des alternatives aux 6 plastiques bannis par la réglementation fédérale. Le plastique à usage unique n'est pas que l'apanage du domaine de l'alimentation. On en trouve aussi dans les soins personnels et dans le domaine de l'entretien. Les institutions sont donc directement affectées par ces bannissements. Je me suis donc déguisé en étudiant pour passer incognito au Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu pour voir comment ils s'en sortent. Hey, bonjour Nathalie. Ça va bien? Ça va très bien, toi? Oui. Content de te revoir. Oui, merci. Bien, tout d'abord, le Cégep avait adopté en 2019 un premier plan stratégique qui intégrait vraiment l'éco-citoyenneté dans ses objectifs. Puis, justement, les objectifs, il y a celui de réduire l'empreinte environnementale du Cégep. Dans le temps qu'on a eu l'aide financière, c'était en plein temps de la pandémie. Alors, il y avait toute la question du nettoyage de la désinfection. Alors, plutôt que de commencer à nettoyer avec des lingettes jetables, on a dit on va avoir des lingettes lavables, puis on s'est doté de laveuses et de sécheuses. Comme ça, toute la désinfection se fait avec des linges qui sont lavables, donc pas jetables à usage unique. On peut dire réutilisable. Oui. Une autre chose qu'on a mise en place, c'est une salle pour les événements éco-responsables. On en fait régulièrement, au moins une fois par semaine. On a différents événements. Puis, on avait besoin de vaisselle lavable, puis d'un lave-vaisselle pour arrêter d'utiliser toujours de la vaisselle à usage unique, des ustensiles à usage unique. Puis là, maintenant, on est équipé d'un lave-vaisselle, de vaisselle, tout ce qu'il faut pour nos événements éco-responsables. Pour aider le personnel interne à embarquer dans cette démarche, la création d'un environnement favorable est une autre clé importante. Par exemple, au Cégep, l'espace qui a été aménagé spécialement pour nettoyer la vaisselle réutilisable rend le tout beaucoup plus agréable et favorise le maintien du comportement. Pour des pratiques qui demandent une implication quotidienne, comme par exemple l'utilisation de la bouteille d'eau réutilisable, une bonne pratique consiste à outiller le personnel en leur offrant le matériel nécessaire pour favoriser le changement de comportement. Par exemple, on peut offrir un kit zéro déchet, incluant une tasse et un ensemble d'ustensiles réutilisables. L'étape suivante serait de retirer tout simplement l'alternative jetable pour responsabiliser les employés et les inciter à utiliser leur ensemble zéro déchet. Vive les environnements favorables! La cafétéria, il y a quand même une certaine collaboration entre vous et cette entité qui est gérée à l'externe, si j'ai cru comprendre. Là. Oui, c'est ça. C'est un concessionnaire alimentaire, notre cafétéria. La majorité de ces contenants, quand c'est pour de l'usage unique, c'est du plastique recyclable. Ouais. Fait que c'est le message qu'on envoie. Mais ils ont aussi changé certains contenants pour les mettre lavables, donc les verres d'eau, les petits limonades en pot qui sont vraiment... ça, c'est le pot qui est consigné. Puis depuis très longtemps, on pouvait quand même aller acheter notre nourriture dans des assiettes et de la vaisselle lavable. C'est vraiment ce qui était pour emporter, qui était jetable. Fait que là, maintenant, c'est des assiettes d'aluminium qui sont recyclables, puis les ustensiles sont en bouleau, c'est ça, pour enlever le plastique. J'ai vu aussi beaucoup d'aspects sensibilisation, inclusion de l'art, que ce soit autour des fontaines
qu'on dit à usage ergonomique, si je ne me trompe pas. À remplissage ergonomique. C'est des fontaines, on en a ajouté 6 avec l'aide financière de Recyc Québec. Puis, pour mettre l'accent sur les fontaines, on avait fait un concours auprès des étudiants pour leur dire « Faites-nous une murale que vous allez designer pour inciter les gens à boire de l'eau puis à réduire le plastique à usage unique. » On peut mettre en place plusieurs infrastructures comme des fontaines d'eau, comme une salle du lave-vaisselle, mais il faut aussi que les employés et la communauté en général soient au courant des bonnes pratiques en matière de réduction du plastique à la source. Alors, avec l'aide financière, on a offert 3 formations à nos membres du personnel. Puis, il faut savoir que nos membres du personnel, quand ils sont formés, tout le monde en contact avec les étudiants. Donc, ils sont à même par la suite de transmettre leur savoir à ces étudiants-là, puis de leur montrer comment on fait un bon tri, puis comment on fait des bons achats, puis comment on réduit à la source. Les établissements scolaires ont des environnements propices au changement d'habitude. Je me suis demandé comment ça se passe dans des endroits moins propices aux essais, où l'erreur n'est pas permise. Au Québec, on estime à 97 000 tonnes par an la quantité de matières résiduelles générée par les établissements de santé et de services sociaux. Ça équivaut à 6 kg par jour par lit dans les hôpitaux et 3,5 kg par résident par jour dans les CHSLD. Même s'il peut sembler difficile de réduire les matières résiduelles dans le contexte particulier des institutions de santé, l'utilisation de méthodes et d'outils concrets peut apporter des résultats appréciables. Dans le fond, on a parti d'un modèle à usage unique, des verres en styromousse. On a fait le virage vers des verres réutilisables. Donc, ça fait quelques mois, dans le fond, qu'on fonctionne comme ça ici. On n'utilise que des verres réutilisables. Puis, c'est un processus qui fonctionne super bien, que ça a été implanté, puis ça a été un succès assez rapidement. Surtout, il faut former les équipes à trier adéquatement les déchets et remplacer, quand c'est possible, le jetable par du réutilisable. On a essayé de faire une campagne visuelle de sensibilisation, comme on peut voir un peu à différents étages. Il y a eu des articles qui ont été mis dans nos bulletins, diffusés dans nos bulletins électroniques. Plus on est qui font des gestes comme des ambassadeurs, plus il y aura de l'adhésion. Je pense que lorsque on a des gestionnaires motivés puis engagés et, comme on dit, sensibilisés à la cause, le changement se fait un peu plus facilement. Le succès de la mise en place de pratiques repose sur la volonté des individus. Il faut donc repérer les personnes motivées et désireuses de voir les changements se réaliser et s'appuyer sur leur dynamisme pour servir de catalyseur. Avec Benoît, on faisait la tournée. Que nous, on se disait, où il y a des fontaines, on remplace. Benoît, il me dit, non, on va aller choisir des endroits stratégiques où justement on sait qu'il y a de l'achalandage. Puis là, on le voit, l'entrée des employés, c'est celui qui est le plus parlant. Ouais. Ah, c'est cool, ça, bien joué. Ça fait quand même 6 ans que je suis ici. J'ai ciblé les places les plus achalandées possibles. Puis, je pense qu'on a bien réussi. Oui, tout à fait. Dans ce cas-ci, faire appel à Benoît le plombier, connaissant très bien l'établissement et les zones achalandées, a été essentiel pour cibler les meilleurs lieux pour la mise en place de fontaines à usage ergonomique. Actuellement, c'est sûr qu'on commence à essayer de voir comment est-ce qu'on peut recycler les solutés qui sont utilisées au sein des blocs opératoires. On a tout un projet qui s'en branle avec la responsable du bloc pour justement être capable de récupérer tous les contenants et tous les fournitures médicales qui pourraient être recyclées. Une bonne communication entre les établissements permet de partager les bons coups. Même s'il peut sembler difficile de réduire les matières résiduelles dans le contexte particulier des institutions de santé, l'utilisation de méthodes et d'outils concrets peut apporter des résultats impressionnants. À plus grande échelle, des processus complets peuvent être revus pour éviter l'utilisation de certains articles à usage unique. En 2022, le CISSS de Laval a entrepris plusieurs actions pour réduire ces déchets. Par exemple, dans le cas des hémodialyses, la plupart des solutés ont été remplacés par un système de traitement d'eau d'osmose ultra pure et des connecteurs sont maintenant installés sur les cathéters, ce qui réduit de beaucoup la nécessité d'utiliser certains produits jetables. Résultat, une diminution de 50% du coût des traitements d'hémodialyse, soit 45 000 $ annuellement, et 20 000 sacs de solutés de moins dans les déchets pour une période de 6 mois. Pour aider à la mise en œuvre, on peut aussi avoir de l'accompagnement. Quel genre de projet Recyc Québec soutient financièrement? Recyc Québec a décidé de soutenir financièrement des projets en vue de réduire l'usage unique.
On a lancé depuis 2020 3 appels de proposition, ce qui fait qu'on soutient une cinquantaine de projets, dont une quarantaine de projets sont en cours dans 10 régions du Québec. Et le but, c'est de réduire l'usage unique par des alternatives réutilisables au plus possible ou de réduire à la source, donc d'éviter des contenants à usage unique. Pour réduire ces matières-là, Recyc Québec mise sur différentes stratégies, dont le maillage d'entreprise, faire connaître les bonnes pratiques, diffuser des outils, mettre en lien différents acteurs de la société, puis soutenir financièrement des projets porteurs. C'est pas juste Recyc Québec qui fait du soutien et de l'accompagnement. Les MRC, comme vous avez pu voir, mais aussi des organismes municipaux, comme on a rencontré à Québec. Oui, c'est ça, exact. C'est un programme en fait qui est né il y a environ 10 ans. Donc, on va fêter les 10 ans de l'accompagnement en 2024. Donc, c'est une équipe qui va visiter nos industries, commerces et institutions sur le territoire de la Ville de Québec. Donc, toutes les matières qui sont déchets, recyclage, résidus alimentaires et les autres. On veut toutes leur trouver la bonne maison, la bonne filière de valorisation. Le plus gros avantage pour les entreprises, à part l'environnement, c'est financier. Donc, c'est un service qui va être gratuit. Donc, on vous accompagne gratuitement. On vous offre aussi une collecte de recyclage gratuitement. Et toutes les matières que vous sortez de vos déchets, là, ça va être des économies aussi là, que vous allez réaliser sur la collecte, sur la fréquence de collecte que vous pouvez réduire. Donc, il y a vraiment beaucoup d'argent à aller chercher là, dans certains cas là, pour la diminution aussi du volume de déchets à traiter. Même la vague peut être votre allié à ce niveau. Oui, en fait, on a aussi un programme d'accompagnement personnalisé pour les commerces alimentaires. Donc, on va dans les commerces et c'est une forme de coaching dont on les accompagne, puis on leur donne des solutions sur plusieurs enjeux, comme les approvisionnements, la réduction à la source des emballages, par exemple, le menu éco-responsable. Donc, plein d'enjeux comme ça qu'on va traiter, puis ça permet aux entreprises d'amorcer une transition éco-responsable. Quel est le potentiel de réduction qui est envisagé avec la mise en place de ces projets-là? Bien, à terme, les projets qui sont soutenus financièrement par Recyc Québec pourraient équivaloir à plus de 3700 tonnes de matières évitées. Alors, c'est phénoménal, autant des plastiques, des métaux, du verre, du carton. Bien, il faut voir qu'il y a une tendance importante actuellement, donc il y a un mouvement, il n'y a pas que des réglementations, il y a beaucoup d'initiatives importantes qui se prennent pour réduire l'usage unique, tant sur le point de vue municipal que des organisations qui passent à l'action. Donc, le message qu'on veut passer, c'est le temps de passer à l'action. Il y a des outils, il y a des ressources. Communiquez avec votre municipalité pour voir les outils existants. Communiquez avec Recyc Québec. Alors, vous avez tout ce qu'il faut pour aller de l'avant et adopter des nouveaux comportements. Bien, Recyc Québec veut vraiment faire du Québec une société sans gaspillage. Puis la réduction de l'usage unique, c'est un premier pas. Depuis quelques années, les différents paliers de gouvernement mettent des mesures en place pour réglementer et décourager l'utilisation des produits en plastique à usage unique. Il est judicieux de commencer une démarche de réduction dès maintenant. Vous avez maintenant tous les outils nécessaires pour débuter votre démarche de transition et retirer tous les plastiques à usage unique de vos organisations. C'est beaucoup plus facile de poser des actions réfléchies et stratégiques à votre rythme plutôt que de réagir rapidement à un changement de législation. En rappel, un guide pratique a été conçu et vous propose des fiches par usage des items les plus utilisés dans plusieurs secteurs. Une feuille de route est aussi à votre disposition pour vous accompagner étape par étape sur le terrain. Comme nous venons de l'apprendre, l'une des clés est la création d'un mouvement et d'un réseau de bonnes pratiques. Soyez prêts à vivre une expérience humaine riche qui vous fera côtoyer des gens soucieux du bien-être d'autrui. Des gens qui vibrent à l'idée de léguer un environnement sain à ceux et celles qui nous succéderont. Alors, n'hésitez pas à partager ces outils gratuits dans vos réseaux. À vous de jouer! Ensemble, adoptons aujourd'hui une approche globale pour réduire notre impact environnemental et encourager une économie plus circulaire et durable. Pensez-y 3 fois pour un Québec sans produits à usage unique.